Hi everyone and welcome. I am joined today by Jonathan Haslam, Bonjour à tous et professor bienvenue. of Je suis history aujourd'hui and accompagné de also Jonathan Haslam, professeur d'histoire et auteur d'un livre récent, Hubris, which we're que nous discussing discutons today. aujourd'hui. The title Le is titre est Hubris, Hubris, American les origins origines of américaines Russia's de la war guerre de la Russie against contre Ukraine. l'Ukraine. And J'ai été un peu yeah, I was surpris par le thinking titre. about Cela the m'a un peu title. rappelé It Thomas reminded me a Piketty. bit about Il soutenait que le Thomas Piketty, who capitalisme was avait un talking peu about sombré dans l'excès capitalism went a à bit cause de l'hubris après la guerre into froide. excesses due to hubris Bien after the sûr, Cold War. And cela examine this book davantage provides l'architecture de the European sécurité security européenne, architecture en portant également un regard and looking important also sur le taking rôle que notre yeah, camp, important que look ce at soit les the role États-Unis ou that l'Occident well, I guess politique, our side, a the joué en US or termes de political West took contribution, in voire de terms of provocation à cette contributing if not guerre. provoking this war. Je me demandais si vous pouviez dire I was quelque wondering if chose you en could say something général sur in general pourquoi about l'hubris était un angle why clé pour hubris vous. was a key angle for you. Well, oh, it's quite simple. It was the publisher's idea. Eh bien, c'est assez simple. C'était l'idée de l'éditeur. L'éditeur anglais voulait que j'écrive un livre sur l'impact de la fin de la guerre froide et pourquoi cela s'est avéré être une telle déception. Cela m'a poussé à faire des recherches, en le voyant vraiment concrètement en termes d'arrogance américaine, plutôt que celle de quelqu'un d'autre. La recherche m'a donné l'occasion de réfléchir aux événements qui ont eu lieu depuis la chute de l'Union soviétique et comment nous en sommes arrivés là où nous sommes maintenant. And how we arrived where we are now. It did remind me a bit about this interview given by Cela m'a un peu rappelé cette interview donnée par George Kennan en 1998 au New York Times, dans laquelle il soutenait qu'il y avait beaucoup d'arrogance et de malentendus. Donc, encore une fois, le fameux « après l'hubris » vient la némésis. C'est plus ou moins ce qu'il avait prédit. Mais votre livre, dans une large mesure, est organisé. Eh bien, il part du principe que c'est l'échec à s'accorder sur une architecture de sécurité européenne post-guerre froide, mutuellement acceptable, qui, je suppose, nous a mis sur la voie de la guerre dans laquelle nous sommes actuellement engagés. En d'autres termes, l'expansion de l'OTAN. Comment cela s'est-il produit? How did this come to be? Well, it's in a way it was. Eh bien, d'une certaine manière, c'était un produit de la négligence en Europe elle-même. Donc, ce n'était pas de l'arrogance en Europe, parce que je pense que le gouvernement allemand et le gouvernement français comprenaient parfaitement qu'il serait totalement erroné et contre-productif de déclarer l'effondrement de l'Union soviétique comme la victoire de l'Occident dans la guerre froide. Ainsi, les Européens étaient beaucoup plus modestes dans leur perspective. Et aussi, les Européens étaient peut-être, je ne dirais pas paralysés, mais se sentaient inadéquats face aux nouveaux défis qui ont émergé. Et les nouveaux défis étaient évidemment la réunification de l'Allemagne, qui était une tâche gigantesque, qui a pris bien plus d'une décennie en termes économiques, et qui socialement n'est peut-être toujours pas unifiée. Nous pouvons en discuter. Unified. We can go into that. Et la seule personne qui avait l'esprit clair était le nationaliste allemand Hans-Dietrich Genscher, qui n'avait pas peur d'exprimer son nationalisme et ne se souciait pas de ce que pensaient les Français. Genscher avait l'idée que nous devions redessiner l'architecture de l'Europe, l'architecture de la sécurité, ce qui impliquait de se débarrasser de l'OTAN et de la remplacer, bien qu'il ait pris soin de ne pas être trop explicite. Les Américains voyaient cela comme une menace énorme, parce que si vous lisez les histoires de la guerre froide par les écrivains américains classiques, comme John Gaddis, l'exemple prééminent à Yale, ils n'ont jamais pris le temps de se demander s'il y avait d'autres motivations pour la présence des Américains en Europe depuis la fin des années 1940. Ils l'ont accepté comme un contrepoids aux Russes. Except as a counterbalance to the Russians. Somehow the Americans didn't have any internally. D'une certaine manière, les Américains n'avaient pas de désir, de passion, d'idéaux ou d'ambition générée en interne qu'ils cherchaient à poursuivre. Et bien sûr, c'est complètement absurde. Sinon, vous ne voleriez pas avec Pan Am,
et n'achèteriez rien d'autre que des produits américains depuis la fin des années 40. Le plan de Marshall n'était pas entièrement une chose généreuse. Ils ont pris tout l'argent de l'aide à la Chine et de l'aide de l'Amérique latine, l'ont mis dans un seul pot et l'ont appelé Europe. Et pourquoi? C'était parce que, évidemment, l'Europe, comme l'a dit Staline, celui qui contrôle l'Europe contrôle le monde. Et les États-Unis ont réalisé que s'ils allaient être la puissance mondiale par excellence, ils devaient être en Europe. Ce que Genscher et des personnes de ce genre suggéraient alarmait George Bush 41, contrairement à son fils, George Bush 43. George Bush voyait cela comme une menace que les Européens chercheraient à évincer les États-Unis de l'Europe. Lors d'une des réunions de l'OTAN, alors que Gorbatchev abandonnait le contrôle de l'Allemagne de l'Est, George Bush proposa d'étendre le rôle de l'OTAN au reste du globe. Cela provoqua un tollé absolu, et les Français, dirigés par François Mitterrand, se levèrent et explosèrent. Nous ne pouvons pas discuter de cela. Vous ne l'avez jamais proposé. Vous savez, nous ne faisons pas cela. Il y eut une violente dispute, et en privé, il y eut une dispute encore plus agressive. Finalement, Mitterrand fut invité à la Maison-Blanche pour déjeuner avec le conseiller à la sécurité nationale, le lieutenant-général Brent Scowcroft, qui était beaucoup plus Lieutenant General Brent Scowcroft, who was a much more he was almost plastic in his nature. Il était presque plastique dans sa nature. On ne pouvait jamais vraiment dire ce qu'il pensait. En d'autres termes, il pouvait être diplomate d'une manière dont George Bush Sr. était incapable. Et il a dit, vous savez, l'Amérique doit avoir un rôle. Nous ne pouvons pas être exclus. Donc c'était clair. Et puis quand nous entrons dans l'administration Clinton qui a suivi Bush, Clinton lui-même n'avait aucun intérêt pour la politique étrangère. Il avait été étudiant à Oxford. Et je pense qu'il en avait assez des étrangers, ou d'être un étranger dans un pays étranger. De nos jours, nous appelons les étudiants étrangers des étudiants internationaux, comme si nos propres étudiants n'étaient pas internationaux. Mais à l'époque, on les appelait simplement des étrangers. Et Clinton avait été un étranger en Grande-Bretagne, ce qui signifiait que la police venait le voir tous les 6 mois pour vérifier s'il était toujours là. Donc il n'y avait pas d'amour perdu. Et c'était pareil avec Stephanopoulos, qui était aussi à Oxford. C'était un régime isolationniste, le régime Clinton, des isolationnistes démocrates. Et il n'avait aucune inclination que George Bush 41 devait restaurer et reconstruire les États-Unis en Europe. Et à l'époque où ils étaient en fonction, ils ont hérité de l'effondrement de la Yougoslavie, qui était un produit de la politique du Vatican poussée sur les Allemands pour reconnaître la souveraineté de la Croatie catholique. Et c'était un désastre absolu. C'était le premier exemple de la politique étrangère de l'Allemagne unifiée, et c'était un désastre total. Je pense que Kohl était réticent à ce sujet, mais il a réalisé qu'il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. L'administration Clinton a connu une guerre civile au sein de la Maison-Blanche à propos de la Yougoslavie, qui a duré 2 ans, au point que les gens ne se parlaient plus. Certains de ses conseillers disaient que ce n'était pas bon parce que les républicains les critiquaient. Alors Clinton est arrivé au pouvoir grâce à son conseiller machiavélique, parlant des démocrates, parlant des républicains. Bush, c'est l'économie, idiot. Eh bien, les démocrates ont vu la faveur leur être rendue. Donc, après 1 an ou 2 au pouvoir, les républicains disaient, vous savez, les démocrates sont désespérants, ils n'ont même pas de politique étrangère. Ils ont donc dû en inventer une. Et l'expansion de l'OTAN était cette invention. C'était une invention monstrueuse qui avait pour cause, premièrement, le besoin désespéré d'avoir une politique étrangère reconnaissable, et le lobby de Zbigniew Brzezinski et de ses protégés, leur influence s'est fait sentir. Et deuxièmement,
le groupe de Visegrad des pays d'Europe centrale et orientale, la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie voulaient tous devenir membres de l'OTAN comme protection contre une future Russie revanchiste. Et eux, comme Brzezinski, croyaient que, vous savez, c'était un peu comme dire, vous savez qu'il faut avoir un zoo pour les animaux russes. Vous ne pouvez pas les laisser errer. Tôt ou tard, ils vous mangeront. Je veux dire, c'était leur vision plutôt primitive et basée sur beaucoup d'histoires. Donc je pense que la plupart des gens qui n'aimaient pas l'expansion de l'OTAN, y compris George Kennan, qui méprisaient généralement les Européens de l'Est, y compris les Ukrainiens, réalisaient que ces trois pays finiraient tôt ou tard par graviter vers l'Ouest, d'une manière ou d'une autre, militairement en termes de sécurité, compte tenu de leur poids et de leur passé. Mais le point est que si Clinton avait déjà eu une politique étrangère, il ne serait jamais allé dans cette direction. C'était le genre d'absence qui a créé ce petit monstre en 1994. Et bien sûr, l'élément clé de l'expansion de l'OTAN est que, à l'exception de ces trois pays d'Europe centrale et orientale, personne n'a été consulté. Lorsque les plans ont été présentés en secret, ils n'ont même pas été divulgués aux membres du Congrès et du Sénat. Tout a été fait dans le plus grand secret. Et c'est pourquoi des personnes comme George Kennan, qui était à la retraite à Princeton, ont créé un tollé à ce sujet parce que tout d'un coup, en 1995, cela se produisait. Et qui a autorisé tout cela? C'était simplement Clinton qui voulait un second mandat. Et vous savez, l'opposition à cela était presque totale parmi les spécialistes de la Russie en Amérique. Il n'y avait qu'une seule personne au Conseil de sécurité nationale qui l'a soutenu. Et puis, vous avez des figures comme Paul Nitze qui n'était pas un tendre, et Sam Nunn, ancien président du comité des services armés. Toutes ces personnes s'y opposaient. Pourquoi? Ils disaient, vous savez, la Russie est peut-être à terre en ce moment, mais à l'avenir, elle ne le sera pas. Et si vous étendez l'OTAN jusqu'à la Russie, vous savez, vous titillez le tigre. Vous causez des problèmes pour l'avenir. Vous pouvez revenir et lire ces avertissements à la lumière de la guerre en Ukraine. Donc, si Kennan était ici, il aurait dit, je vous l'avais dit, je vous avais dit ce qui arriverait. Vous n'avez pas écouté. Et malheureusement, c'était le cas. Ils pensaient tous qu'ils savaient mieux. Ils pensaient tous que c'était de nouveau le siècle de l'Amérique. Et ce n'était pas le cas. Eh bien, Trump pourrait changer cela, mais nous pouvons en débattre. Non, eh bien, c'est intéressant avec l'expansion de l'OTAN, parce que de nos jours, du moins ici en Europe, il est considéré comme controversé de soutenir que l'expansion de l'OTAN a ruiné la relation avec la Russie. Mais cela vaut vraiment la peine de revenir aux années 90 et de passer en revue tous ces débats, y compris les débats au Sénat. Vous savez à quel point l'opposition, comme vous l'avez souligné, était en réalité énorme. En effet, même Bill Clinton, en janvier 1994, faisait alors remarquer que l'expansion de l'OTAN pourrait avoir un coût élevé, car elle pourrait rediviser le continent et recréer la logique de cette confrontation à somme nulle. Étant donné que Clinton a dit cela, vous aviez des personnes comme James Baker, vous avez mentionné George Kennan, mais aussi bien sûr William Perry. Et je me demandais simplement, pouvez-vous préciser à quel moment cette décision a été prise? Parce que j'ai parlé à Chas Freeman. Il soutenait qu'à un moment donné, Bill Clinton promettait à Helsinki qu'il ne s'étendrait pas. Mais en même temps, il disait aux Européens de l'Est, non, non, donnez-lui juste un peu de temps. Il suggère donc que Clinton était simplement très malhonnête à propos de toute cette affaire. Mais avez-vous découvert à quel moment précis?
Oui, je veux dire la semaine après avoir fait la déclaration que vous avez citée, il a changé de position alors qu'il était avec les dirigeants tchèques et polonais. Il a changé en une semaine. Et c'était Madeleine Albright, vous savez, la mafia Brzezinski si vous voulez. Et quand il a rassuré Eltsine à l'automne 1994, il a également rassuré le chancelier Kohl. Je veux dire, Clinton ne se souciait jamais de la signification des mots. Les mots étaient comme un jeu de cartes. Vous preniez simplement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là et remettiez les cartes dans le paquet. Il était probablement le politicien le plus malhonnête que nous ayons vu aux États-Unis après-guerre, encore plus que Nixon. Et je pense que cela a coûté très cher aux États-Unis. Vous voyez que la priorité a toujours été nationale. Et en termes nationaux, l'administration Clinton a été un énorme succès. Je veux dire, les Américains pensaient que la fin de la guerre froide, en raison de la réduction de l'industrie de l'armement, etc., signifierait essentiellement une dépression, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Clinton non seulement les a sortis de cela, mais il a aussi pris toutes les positions républicaines sur l'aide sociale et le reste, et a créé un nouveau consensus aux États-Unis. Donc, sur le plan national, les divisions ont disparu. L'économie était en plein essor. Ils avaient même un excédent dans le budget de la sécurité sociale. Les Alliés étaient silencieux en public. Les Russes, bien sûr, ne pouvaient pas causer de problème car ils étaient à genoux la plupart du temps. Et c'était un succès retentissant qui, évidemment, ne pouvait pas durer, car en volant les idées des républicains, il a créé une aversion virulente envers les démocrates, dirigée par Gingrich, qui était celui qui s'est laissé mener par le bout du nez par Clinton. Il était le président de la Chambre. Ils étaient totalement amers. Et sur le dos de cette amertume, vous avez eu l'émergence d'un nouveau parti républicain qui a été capturé par la frange extrémiste, les néoconservateurs. Et les États-Unis ne se sont jamais rétablis. Ce que Clinton a fait à l'époque a été un succès énorme sur le plan national et international, mais cela a eu un coût énorme pour ceux qui l'ont suivi et pour le pays dans son ensemble. Mais évidemment, si les décisions d'élargir l'OTAN avaient été prises uniquement sur la base des intérêts nationaux de certaines anciennes républiques soviétiques et des voisins de l'ex-Union soviétique, alors, si l'on vivait là-bas, bien sûr, on serait en faveur de cela. Bien que la défense d'un pays comme l'Estonie, où l'on peut se rendre en voiture depuis Saint-Pétersbourg en quelques heures, ne soit pas crédible. Mais, vous savez, on peut comprendre pourquoi ces pays voudraient en faire partie. Mais le point est que les décisions n'ont pas été prises là-bas. Ils ont été pris à Washington, et les Russes étaient dangereusement faibles lorsque ces décisions ont été prises. On a menti à Yeltsin à plusieurs reprises, tout comme aux Européens, car les dirigeants européens disaient constamment aux Américains « Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous le faites, il y aura des problèmes. » Ainsi, ce qui se passait sur le marché en Amérique, avec toutes ces personnes criant leur opposition à l'expansion de l'OTAN, se déroulait en privé chaque fois que Strobe Talbot arrivait dans l'une des capitales européennes en tant qu'émissaire de Clinton. Ils lui ont dit sans équivoque que c'était un désastre et qu'il y aurait un prix à payer. Mais ils se sont tous réunis autour du corps de l'ex-Yougoslavie, qui bien sûr était un désastre européen, nécessitant l'intervention des États-Unis pour être résolu. En d'autres termes, l'idée que les Européens pourraient gérer leurs propres affaires étrangères après la guerre froide était complètement folle, car sinon le génocide n'aurait pas eu lieu en Europe du Sud-Est. Finalement, les Américains ont été appelés pour nettoyer. Malheureusement,
les Américains font ce qu'ils font toujours. C'est-à-dire qu'il vaut mieux s'écarter de leur chemin, car des bombes seront larguées de manière chirurgicale dans toutes sortes de directions. Le bombardement de Milosevic, qui peut être justifié sur des bases morales libérales, a en réalité été effectué pour sauver l'OTAN. C'est ce que l'ambassadeur russe à Londres a été explicitement informé. « Oh, nous faisons cela pour sauver l'OTAN. » Eh bien, cela n'a pas été autorisé par l'ONU. C'était la première fois que l'OTAN entrait en guerre. Alors, les Russes ont pensé, « Ah, c'est de cela qu'il s'agit. » C'est de cela qu'il s'agit avec l'expansion de l'OTAN. Et puis le traitement du Kosovo, arrachant du corps de la Yougoslavie, la capitale médiévale des Slaves, le Kosovo, et en créant un régime indépendant qui était essentiellement dirigé par des mafias de la drogue. C'était corrompu à l'extrême, contre les résolutions de l'ONU. Ainsi, la fin des années 1990 a marqué la destruction de toute confiance que Moscou avait dans l'Occident. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les circonstances dans lesquelles les réformateurs en Russie ont été rejetés par Eltsine. Au lieu de réformateur, il a amené M. Poutine au pouvoir. Il savait très bien ce que les gens de Poutine feraient en Russie. C'était en quelque sorte sa revanche sur l'Occident, à mon avis. C'était la Russie à son point le plus faible. Russia at its weakest point. Things didn't have to go the way they went. Les choses n'étaient pas obligées de se dérouler comme elles l'ont fait par la suite. Il y avait d'autres circonstances qui ont empiré la situation parce que Tony Blair, qui est arrivé au pouvoir en Angleterre en 1987, était déterminé à gagner la faveur de Poutine et à essayer de dompter le tigre. Et il avait de très bons conseils de spécialistes, mais malheureusement, la Grande-Bretagne n'avait plus de pouvoir depuis environ 1945. La Grande-Bretagne ne pouvait prendre aucune décision seule et nécessitait l'approbation des États-Unis pour faire entrer le tigre dans la tente. Cela a été bloqué par Don Rumsfeld du Pentagone. Rien n'a été fait sous le régime de Bush 43 sans la permission de Don Rumsfeld et il l'a complètement bloqué. Vous pouvez dater l'animosité de Poutine envers l'OTAN vraiment à partir de ce moment où ils ont été exclus au début des années 2000. Il a fallu tout ce temps pour que cela émerge. Eh bien, la guerre en Yougoslavie, on néglige souvent à quel point cela a été important, car lorsque l'OTAN a effectué sa première vague d'expansion en mars 1999, moins de 2 semaines plus tard, l'OTAN a ensuite attaqué la Yougoslavie sans mandat de l'ONU, donc en violation du droit international, attaquant également un partenaire stratégique, enfin historique au moins, de la Russie. Je me souviens qu'à l'époque, Henry Kissinger commentait également cela, disant que nous ne pouvions plus rassurer les Russes qu'en élargissant l'OTAN, il s'agissait simplement d'une alliance défensive, car tout cela avait été en quelque sorte jeté par la fenêtre. Aussi, oui, avant que j'oublie l'hypocrisie de Clinton, il avait fait un commentaire en 87 également, lorsqu'ils ont convenu de cet acte fondateur OTAN-Russie pour apaiser un peu la Russie concernant les craintes d'élargissement de l'OTAN. Et apparemment, le commentaire de Bill Clinton était quelque chose du genre. Bon, laissez-moi être clair. Si nous signons cet accord, nous promettons de ne pas stationner de manière permanente nos troupes dans les nouveaux États membres, à moins qu'un jour nous nous réveillions et changions d'avis. Et c'était plus ou moins le sentiment, comme vous l'avez dit, qu'ils peuvent simplement revenir sur leurs paroles et recommencer. Dans votre livre, cependant, vous avez des commentaires ou des citations intéressants. Vous avez Condoleezza Rice qui déclare, vous savez, qu'il est temps de construire un nouveau Moyen-Orient. C'était en 2006. Mais aussi avec Obama et son ambassadeur en Russie, McFaul. Vous l'avez décrit comme n'étant pas mormon,
mais apparaissant comme tel. Je suppose une approche plus missionnaire, car il argumentait et écrivait sur le fait que l'objectif de l'Amérique devait être de promouvoir la démocratie dans le monde entier. Donc tout cela peut avoir un fil conducteur commun. L'idée que les États-Unis, ayant maintenant cette position très dominante après la guerre froide, devraient recréer le monde à leur image. Comme vous l'avez mentionné, tout n'était pas qu'une question d'équilibre des pouvoirs, et ces idées étaient assez répandues. Oui, j'ai vécu aux États-Unis par intermittence depuis le début des années 80. J'y suis allé pour la première fois en 84 sous Reagan. J'y ai passé 4 ans, puis j'y suis retourné pour des congés sabbatiques grâce à mes collègues généreux. Et puis j'ai vécu là-bas sous la première administration de Trump. Et j'ai appris plusieurs choses à ce sujet, en les absorbant inconsciemment. L'une des choses était la manière dont les jeunes peuvent arriver aux États-Unis depuis n'importe quel pays du monde. Peut-être que ce n'est plus vrai pour les musulmans, mais ça l'était. Depuis n'importe quel pays du monde, ils allaient à l'école et en une semaine, ils récitaient le serment d'allégeance. And within a week, they were saying the prayer of allegiance. They were talking American. They were eating American. Ils parlaient américain, ils mangeaient américain, ils pensaient américain. Donc cette capacité d'absorption étonnante des États-Unis, telle qu'elle était autrefois, je ne pense pas que ce soit tout à fait comme ça maintenant, mais telle qu'elle était, leur donnait ce sentiment particulier qu'ils avaient quelque chose d'unique à offrir au monde. Bien au-delà des hamburgers et du baseball. Ils avaient cette sorte de supériorité spirituelle, cette capacité à unifier, à rendre entiers des parties séparées et distinctes. Et donc, pour eux, l'Europe était vraiment irritante, parce que combien de temps leur fallait-il, après la Seconde Guerre mondiale, pour se rassembler et devenir une unité organique? Et bien sûr, c'est une idée folle des Allemands et des Français en Europe de penser qu'ils peuvent faire cela, comme si c'était une sorte de recette avec tous ces éléments. Et à condition que cela aille au four à une température particulière, cela en ressortira, vous savez, comme un pain ou quelque chose de ce genre. Et bien sûr, l'Europe n'est pas comme ça, parce que les Européens se sont entretués pendant des siècles. Et les Américains, quand ils s'entretuent, ils les exterminent, les Indiens d'Amérique. Ils les ont simplement exterminés. Alors qu'en Europe, tout le monde a en quelque sorte survécu à tout cela. Il y a donc ce genre de mentalité incompatible entre les Américains de cette période. Et je pense que ça change. Et les Européens de cette période. Et donc vous pouvez imaginer, si les Américains ne comprennent pas les Européens et l'expérience européenne, comment peut-on s'attendre à ce qu'ils comprennent l'expérience russe? C'est vraiment trop éloigné. Il y a très très peu d'Américains, à part les émigrés, qui comprenaient vraiment l'expérience russe. Et c'est pourquoi Mike McFaul, qui est la personne la plus agréable que vous puissiez imaginer, qui est allé comme ambassadeur à Moscou, a agacé Poutine sans même s'en rendre compte. Mais parce que les Américains leur disaient quoi faire, les programmes notoires de l'USAID, qui sont maintenant abolis, étaient une forme sournoise de la CIA. Mike ne semblait pas réaliser que forcer cela dans la gorge des Russes sous Poutine causerait des problèmes. C'est pourquoi cette arrogance avait une qualité particulière, non seulement d'arrogance et tout le reste. C'était une ignorance profondément enracinée qui la sous-tendait, une insensibilité profondément enracinée. Ce qui continue encore, parce que combien de personnes, beaucoup de gens ont acheté mon livre, mais combien de personnes au pouvoir, combien de personnes dans les médias grand public aux États-Unis, combien de personnes sur la colline et au Congrès maintenant, admettront-elles que cela était dû à eux? Now, will they admit that this was due to them? The mess we have. Okay, Putin,
le désordre que nous avons. D'accord, Poutine, oui, bien sûr. Mais il lui a fallu 20 ans pour se venger de ce processus. Il lui a fallu 20 ans pour établir une dictature où personne ne le défierait. Et ensuite, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il l'a fait, et je pense qu'il a totalement échoué. Mais cela a pris beaucoup de temps pour que cela se produise. Et le problème était que, plus tout le monde attendait, plus il croyait que cela n'arriverait jamais. Ainsi, le jour où les Russes ont envahi l'Ukraine, Zelensky est allé skier. Il ne pensait tout simplement pas qu'il le ferait. Eh bien, dans cette période précédant l'invasion, car vous remontez à 2014, en regardant également le coup d'État, je pense que tout le monde a reconnu que parmi toutes les expansions, l'Ukraine serait, je suppose, la plus folle. C'est l'ancien ambassadeur britannique à Moscou, Roderick Lyne, je pense. Non, Roderick Braithwaite. Oui, désolé, vous avez fait le commentaire que c'est la meilleure façon de commencer une guerre avec la Russie si vous vouliez essayer d'intégrer l'Ukraine. Alors, comment voyez-vous les développements à venir pendant le coup d'État, le type d'implication, parce que vous avez mentionné l'USAID, mais vous avez aussi raison sur l'utilisation des ONG, comme le National Endowment for Democracy. Quel rôle ont-elles joué dans le renversement du gouvernement et son intégration, je suppose, dans l'orbite occidentale? Oui, désolé, je t'ai contredit. Tu as raison, c'était Rod Lyne qui a fait cette déclaration. Oui, c'était Rod Lyne. C'est une chose très curieuse, car cela s'est produit sous l'administration Obama. Et Obama était, comme nous le voyons maintenant, et sa femme peut tout nous raconter, un homme incroyablement arrogant et incroyablement ignorant. Il avait essentiellement une approche non interventionniste et permettait à ceux qui étaient sous ses ordres, dans l'État profond, de mener leurs propres opérations. Et quand on voit ce qui s'est passé, je dirais que c'était une administration de l'Ukraine qui, comme toutes les administrations précédentes de l'Ukraine, était profondément corrompue et était arrivée au pouvoir par de mauvais moyens. Elle n'avait aucun sens de la direction. Il savait simplement qu'il ne voulait pas être totalement étouffé par les Russes. D'un autre côté, l'UNEM offrait une adhésion associée. Notez que la Turquie a une adhésion associée depuis 1964. Donc, se voir offrir une adhésion associée n'est pas nécessairement un moment heureux. Et le problème était que les conditions qu'ils offraient étaient comme les conditions du FMI à un pays du tiers-monde. En d'autres termes, les conditions d'acceptation de l'UNEM auraient signifié que les bureaucrates de Bruxelles seraient venus et auraient littéralement pris le contrôle du pays et l'auraient réorganisé de fond en comble pour s'adapter à l'UNEM, ce qui signifiait les exigences allemandes et françaises. Il y avait donc une opposition interne, mais l'opposition principale venait de Poutine. Et Poutine a essentiellement dit « Si vous faites cela, vous êtes fini ». And Putin basically said, if you do this, you're finished. And they took him at his word. Et ils l'ont pris au mot. C'était en septembre 2013, et cela a détruit l'illusion fortement entretenue par M. Sikorski, selon laquelle il pourrait, d'une manière ou d'une autre, orchestrer une prise de contrôle discrète de l'Ukraine par l'Ouest en l'intégrant dans l'UEM. Ce fut un désastre absolu. Donc, quand l'Ukraine dit non à l'UEM, tout d'un coup, à partir de septembre, des choses étranges commencent à se produire. 3 nouvelles chaînes de télévision apparaissent de nulle part. Un avertissement vient de Washington, et cela ne fait qu'empirer. Le renversement du régime était une opération secrète de l'agence, impliquant la fondation de George Soros, impliquant l'USAID, qui faisait déjà partie de l'État profond de toute façon. Je pense qu'Obama a dû être quelque peu perplexe et surpris par cela, mais il n'aimait pas la politique étrangère de toute façon, et il a continué. Mais ensuite,
une fois que c'est arrivé, bien sûr, Poutine, qui avait évidemment des plans. Je veux dire, la prise de contrôle de la Crimée et de la mer Noire a été réalisée incroyablement rapidement, incroyablement efficacement, par des forces hautement entraînées, en juste la bonne quantité. Donc, cela devait être prévu depuis plus d'une décennie comme une option de réserve, un atout de négociation. Et ils sont entrés et l'ont pris en charge, les petits hommes verts, comme on les appelait. Et Obama a été confronté à certaines personnes de l'administration disant « Nous devons agir, nous devons agir ». Et il a essentiellement dit « Non, 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 nous n'allons pas le faire ». Seule une figure junior au Pentagone a réellement pris le risque de dire qu'il fallait armer les Ukrainiens. Cela ne s'est tout simplement pas produit, et l'Ukraine a essentiellement perdu la Crimée pour toujours. Je ne crois pas que l'Ukraine récupérera un jour la Crimée. Mais pire encore, c'est que Poutine a eu l'idée que, eh bien, personne ne nous a arrêtés. Pourquoi ne pas continuer et commencer à prendre le contrôle des territoires de l'Est de l'Ukraine, où la majorité des gens parlaient russe, mais ne se considéraient pas nécessairement comme russes? Tout comme, vous savez, si vous demandez à un Écossais, il parle anglais, mais il se considère comme un Écossais et non comme un Anglais. Il y a une différence vraiment importante. Mais bien sûr, les gens de Poutine étouffent cette différence. Et les idiots à Kiev avaient tendance à mépriser ces régions d'Ukraine. C'étaient des industries de la ceinture de rouille qui avaient fait partie du complexe militaro-industriel soviétique et qui s'étaient essentiellement effondrés depuis la fin du régime soviétique. Ils méprisaient ces gens et ont ensuite commencé à leur refuser des droits linguistiques et à les priver essentiellement de droits civils normaux. C'était un vrai problème, et il réapparaîtra si nous essayons de rassembler à nouveau les morceaux en Ukraine. Cette période ne sera pas oubliée. Non, je pense que cela s'est déroulé entre 2014 et 2022, le traitement des gens dans le Donbass. Ça n'a pas été bien rapporté. Fait intéressant, au début de 2014, il y avait beaucoup de reportages des médias de CNN et The Guardian. Mais après 2015, tout a un peu disparu des gros titres. Tous ces gens mécontents dans le Donbass sont soudainement devenus des sécessionnistes pro-russes. Donc, ils ont tous un peu perdu leur autonomie, je suppose. Ma dernière question est simplement de savoir comment vous interprétez l'importance de l'Ukraine pour la Russie. Car encore une fois, ce n'était pas un grand secret, comme vous l'avez également souligné, que parmi tous les pays à essayer d'intégrer dans l'orbite occidentale, l'Ukraine a toujours été le plus sensible. Vous avez également raison de dire que Poutine voyait les efforts de l'Occident pour intégrer l'Ukraine dans son orbite comme étant, eh bien, l'Ukraine deviendrait effectivement un instrument pour déstabiliser la Russie elle-même. Qu'est-ce qui rend l'Ukraine si spéciale pour la Russie? Pourquoi est-ce vraiment, comme l'a appelé l'ancien directeur de la CIA William Burns, la plus rouge de toutes les lignes rouges? C'est une étape que nous ne devrions pas franchir. Oui, Burns avait parfaitement compris cela. C'était à cause de l'Union soviétique. D'accord. Donc, si nous étions passés de l'empire tsariste, qui était un empire massivement incompétent et mal géré, à notre situation actuelle, vous savez, nous n'aurions pas eu cela. Mais le point est que dans l'Union soviétique, il y avait une sorte de conscience transnationale, même si elle était fausse, que c'était l'Union soviétique, même s'il était manifestement évident que, vous savez, 9 membres du Politburo sur 10 étaient russes. Et quand ils ne l'étaient pas, ils devaient parler comme des Russes, et au moins ressembler à des Russes. Même s'ils étaient juifs, comme Andropov, ou ukrainiens comme Khrushchev, ou géorgiens comme Beria et Staline.
and Stalin. There was this sense that rather like Americans, Il y avait ce sentiment qu'un peu comme les Américains voient l'Amérique dans son ensemble, et malgré toutes les différences linguistiques et autres, pour eux, s'emparer de l'Ukraine, je parle psychologiquement, c'était comme arracher un bras ou une jambe. Cela est tout à fait distinct de la géostratégie et de la géopolitique. Si l'on intègre cela, ce qui est important, car toute la planification de guerre de l'OTAN depuis la fin, non. Certainement depuis la guerre du Vietnam, depuis le milieu des années 60, la planification de guerre pour une guerre limitée, pas une guerre thermonucléaire totale, impliquait l'utilisation de la flotte américaine en Méditerranée et des A4 et A6 sur les ponts de ces porte-avions, qui s'engouffreraient par la mer Noire, passeraient bas au-dessus de l'Ukraine et remonteraient le bassin de la Volga pour frapper les principales cibles en Russie. En d'autres termes, l'Ukraine était une sorte de ventre mou de l'Union soviétique sur le plan stratégique. Inévitablement, les personnes de la génération de Poutine, certainement du KGB, auraient vu les cartes. Ils ont vu les plans de guerre. Ils savaient exactement quelle était la stratégie occidentale. Si vous donnez l'Ukraine à l'OTAN, alors l'OTAN est dans la mer Noire, et l'OTAN à la frontière sud de la Biélorussie, que les Russes prétendent être indépendantes. Et cela remonte jusqu'à la Volga. Je veux dire, cela donne à la Russie un dilemme stratégique auquel Pierre le Grand a été confronté et que Catherine la Grande a résolu en conquérant toute cette région de l'Empire ottoman. Donc nous pouvons parler d'attitude psychohistorique et culturelle envers l'Ukraine, mais aussi géostratégique. Et sur les deux points, les Américains n'ont aucune excuse pour ne pas comprendre cela. Parce que, après tout, Kennedy a passé 2 ans à essayer d'assassiner Fidel Castro, parce que Cuba était, vous savez, à 20 miles de Miami. Et vous savez, souvenez-vous de la façon dont les Américains devenaient hystériques si des militaires ou des colons britanniques traversaient la frontière vers les États-Unis, en Oregon. Ils étaient toujours obsédés par l'idée que les Britanniques allaient acquérir l'Oregon des États-Unis, tout comme ils avaient volé le Texas aux Mexicains. Alors, comment se fait-il que les Américains ne comprennent pas que si votre pays est démembré, vous allez être en désavantage stratégique? Donc, d'une certaine manière, cette curieuse incapacité des États-Unis à imaginer ce que cela devait être, d'être de l'autre côté. Maintenant, Burns a toujours compris cela, parce qu'il est le meilleur spécialiste de la Russie en Amérique. Et malheureusement, il n'est plus à la tête de l'agence. Mais il comprenait vraiment tout cela. Mais si peu d'autres l'ont fait. Je veux dire, Mike McFaul, qui est une personne parfaitement splendide, a fait une déclaration absurde sur Twitter. Je pense que c'était quand il a dit, vous savez, je veux dire, les États-Unis ont du mal à comprendre comment d'autres pays pourraient envahir et prendre le contrôle d'autres terres et les coloniser. Et je pense, vous vivez en Californie, vous l'avez fait 2 fois, vous l'avez fait aux Hispano-Américains et vous l'avez fait aux Indiens. Ne savez-vous pas où vous vivez? Palo Alto n'est pas un mot anglais. C'est extraordinaire. Mais ce genre d'absence d'esprit est si frappant dans le marais de Washington. Et c'est un problème, malheureusement, aujourd'hui, avec l'administration Trump. Même les Américains trouvent déconcertant à quel point les États-Unis peuvent être totalement insensibles au reste du monde. Donc je crains que l'hubris qui nous a conduits à ce problème initial soit toujours présent sous une certaine forme. Et les Européens doivent apprendre que leur travail n'est pas de rester assis à attendre les conséquences, mais que les Européens depuis 1992 auraient dû être activement proactifs aux États-Unis, essayant de modifier l'opinion des États-Unis envers l'Europe. Je veux dire, quand l'UOM en a-t-elle jamais fait une priorité? Mais je pense qu'ils réalisent probablement maintenant qu'ils auraient dû le faire.
but I think now they probably realize they should have done. Well, yeah, for a few years they did speak of Eh bien, oui, pendant quelques années, ils ont parlé de 2018 à 2022, de la nécessité d'une autonomie stratégique, de la souveraineté européenne, tous ces mots codés pour avoir une plus grande indépendance. Mais cela n'a jamais abouti. Sur ce sujet, cependant, des États-Unis ne réalisant pas leur propre histoire, il y a un enregistrement remarquable de George Bush lorsqu'il condamne l'invasion de l'Ukraine. Il dit que ce n'est pas ainsi que se comportent les nations civilisées. Ils ne peuvent pas simplement aller envahir l'Irak. Et puis il se corrige. Oh non, 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 désolé l'Ukraine. Oui, c'est assez remarquable. Oui, c'est très freudien, vraiment. Malheureusement, l'influence de Freud ne s'est jamais beaucoup étendue au-delà de l'Europe centrale. Eh bien, professeur Haslam, merci beaucoup pour votre temps, je l'apprécie. Et pour tous ceux qui regardent, je laisserai tous les détails de ce livre dans la description. Et oui, je ne peux que le recommander vivement. Alors merci encore. Vous êtes très aimable. Merci beaucoup. Much.